Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, scène de peur au quartier Lokbessou à Douala. Une femme a été agressée par un gang de 6 présumés malfrats. Après plus de 2 semaines de chasse à l'homme, les bourreaux de la victime ont été capturés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, fin de mission du Conseil national de transition. Cet organe a été dissous par son président Henri Konan Bédié qui appelle au dialogue national. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, insécurité à Douala, une femme échappe de justesse à la mort. Elle a été agressée par un gang de présumés malfrats devant son domicile au quartier Lokbessou, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Après plus de 2 semaines de filature, les présumés bourreaux de cette victime ont été capturés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Innocent Abiga. Dans la grande cour du groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala, 6 présumés malfrats aux arrêts. Ils sont accusés d'avoir agressé et violé cette femme habitant le quartier Lokbessou de Douala. I'm here because I've done something which is not good. That's why I'm here. Qui a commencé à la violer? C'est Foba. C'est toi qui as commencé à la violer? Oui. Et pourquoi? Tu avais besoin de ça? La victime raconte les faits. Première séquence de son mini-film d'horreur, son agression, ce jour du 14 novembre à 3 h du matin devant son domicile. J'ai essayé de démarrer, ils m'ont arrêté parce qu'avec la peur et tout, j'ai eu emballé. C'est pas là où ils m'ont arrêté, ils m'ont trimballé, ils m'ont déshabillé, ils m'ont menacé avec une arme à feu, ils m'ont mis en genoux. Il y a un d'entre eux qui a dégainé une arme sur ma tête. Il a récupéré les téléphones, il a ouvert la malle arrière. J'avais plein de cadeaux puisque mon anniversaire venait de passer. J'avais plein de cadeaux à la malle arrière. Tout en colère d'avoir pris la victime, sans le moindre franc sur elle, le gang décide alors de la violer, la traînant dans la broussaille, où elle vit la terreur de sa vie, faillit même y laisser sa vie, selon ses dires. Ils m'ont frappé avec la machette sur la plante des pieds plusieurs fois et l'autre a tourné la machette, il m'a donné sur la tête l'hémorragie, j'ai eu l'hémorragie à l'instant. C'est en ce moment que le plus grand a commencé à me violer avec la machette sur le cou et me dire de ne pas crier, si je crie, ils vont me tuer. Et l'autre avait aussi une autre machette et il y a un autre qui avait l'arme à feu. La plainte de la victime déposée le lendemain, la brigade anti-gang du GMI numéro 2 sous les ordres du commissaire Jean-Roger Méfiré se met en branle. Et un à un, les éléments du gang sont capturés. De fil en aiguille, nous avons pu mettre la main sur l'un des suspects, le nommé Ndé. C'est ainsi que ce dernier est passé aux aveux et nous avons ainsi pu mettre la main sur les autres complices. En plus de ses effets personnels, ces 2 téléphones portables, la victime a été dépouillée de son véhicule, vendu et le butin partagé. Le commandant du GMI numéro 2, Richard Njoué, recommande vigilance et surtout collaboration avec les forces de maintien de l'ordre en cette période des fêtes de fin d'année. Et bien triste, les réalités de la vie. Le projet de construction des boutiques modernes met en colère les commerçants du marché central de Mandio dans le département du Mungo. Ils ont exprimé leur mécontentement pendant la destruction des vieilles boutiques par la mairie de la ville. D'autres précisions dans ce reportage de Jacquino Moulon, Eric Fopossi. Et je vous le disais, le projet de construction des boutiques modernes met en colère les commerçants du marché central de Mandio dans le département du Mungo. Ils ont exprimé leur mécontentement durant la destruction des vieilles boutiques par la mairie de la ville. Eric Fopossi et Jacquino Moulon nous en disent un peu plus.
Coup de marteau et arrache-clou pour démolir le marché de Manjo, département du Mungo, région du littoral. Ordonné par la mairie, ces casses passent mal auprès des commerçants. Nous n'avons pas là où nous allons nous recaser. Nous souffrons franchement. J'ai même failli piper la crise avant-hier quand j'ai su que vraiment c'est la vérité qu'ils sont en train de parler. Depuis qu'on nous dit déguerpisser le lieu, on ne nous montre pas une place que nous pouvons aller maintenant nous recaser. Et nous souffrons. Vous voyez le soleil ici que nous sommes dedans. Vous croyez qu'on va encore aller où? Quand on ne nous donne pas une place qu'on peut vraiment rester. Et c'est partout, tous les bâtiments. Il y a au moins 5 à 6 bâtiments qu'on est en train de détruire comme ça là. Des destructions au timing assassin, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année. On voulait franchement que les fêtes passent et puis s'ils veulent vraiment détruire, on sait qu'on peut aller même à la maison en attendant qu'ils nous retrouvent là où on pourrait encore continuer à vendre. Moi, je me suis dépassée depuis. Et en période de fête, si nous avons plaidé à madame le maire que, pardon, si on pouvait patienter, les fêtes, si au moins, les fêtes au moins passent avant qu'ils font ça. Ils ont dit non, qu'eux-mêmes ne peuvent pas. L'autorité municipale justifie ces démolitions par son souci de modernisation de l'espace marchand. C'est dû au fait qu'en 2020, nous avons construit déjà pour le marché de Manjo 40 boutiques que vous êtes en train de voir là juste derrière nous. Et la suite, ce serait la construction de pratiquement de 60 boutiques qui sont déjà en cours pour le projet de 2021. Et vous voyez déjà 2021 approche, nous devrions tout faire pour libérer l'espace pour que les ingénieurs commencent les travaux de la construction des prochaines 60 boutiques. Des boutiques qui sont construites pour les commerçants grâce au concours de l'État. On reçoit l'argent de l'État. Je crois que c'est l'argent du Cameroun. On doit investir sur ces boutiques. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Il faut juste prendre son mal en patience. À la fin, chacun doit être intégré dans sa boutique. Reste à convaincre les bénéficiaires que la réintégration des nouvelles boutiques se fera dans les règles de l'art. Notre marché était vraiment tellement pourri. Donc, mais mon problème majeur, c'est que j'ai vraiment besoin qu'après cette construction, qu'on puisse remettre les boutiques de chaque personne, que les ayants droit ont leur boutique. Malgré la douleur et les suspicions, Manjo attend la sortie de terre définitive de son marché moderne et attrayant. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, des chefs traditionnels de la Menoie en colère contre le rejet de leur liste aux élections régionales du 6 décembre dernier. Ils accusent le tribunal administratif de leur exclusion pour des raisons fallacieuses. Pire encore, leur correspondance adressée au chef de l'État Paul Biya est restée sans réponse jusqu'à la tenue du scrutin. Leclerc Sakem nous en dit un peu plus. Au lendemain des consultations électorales pour la mise sur pied des tout premiers conseils régionaux au Cameroun, les frustrations et tensions demeurent vives au sein du commandement traditionnel du département de la Menoie. Ses Majestés, dont la liste a été déboutée au tribunal administratif de Bafoussam pour des raisons de non-conformité à la composition sociologique. La décision que la Cour suprême a rendue en infirmant le jugement qu'a rendu le tribunal administratif de Bafoussam est extrêmement difficile à admettre et à comprendre. En ce que dans la liste du commandement traditionnel de la Menoie qui a été rejetée, on retrouve effectivement un chef du 2e degré en la personne de Sa Majesté Ningtenzem Albert qui est à la tête du groupement Fombap. Et on ne peut pas nous dire que dans le groupement Fombap, on ne retrouve pas les mots. Alors je ne sais donc pas. Dans ce groupement, Fombap, où vivent les Mbo, qui est dirigé par Sa Majesté Ningtenzem Albert et qui se retrouve dans cette liste. Je ne peux pas comprendre par quelle alchimie la Cour suprême a pu rejeter cette liste au motif précis que les Mbo n'y étaient pas représentés. D'abord rejeté, puis réhabilité en octobre dernier par le tribunal administratif de Bafoussam lors de l'audience du contentieux préélectoral, la liste que conduisait le chef Bamendou, Sa Majesté Tidi Gabriel, a finalement été disqualifiée à la veille des élections du 6 décembre. Aucune élection des membres du commandement traditionnel n'a été possible le jour dit dans la Menoie. Une injustice créate, dénoncée de vive voix par le conseil des avocats de ces autorités traditionnelles. Si on doit revenir même à la loi qui parle de la composante sociologique, cette loi ne la définit pas. Elle ne définit pas cette notion. Et quand bien même elle l'aurait définie, on se serait attendu
que la même loi indique les quotas de représentation de chaque composante sociologique dans les listes. Et il faut que je précise en passant que dans le département de la Menoie, on peut dénombrer au moins 20 groupes sociologiques éparpillés dans 6 arrondissements. Pour une liste qui devrait avoir seulement 3 candidats, comment était-il possible que les 20 groupes sociologiques y soient représentés? Cette décision de la haute juridiction, si elle venait à être maintenue, causerait plus de problèmes qu'elle n'aurait essayé à en résoudre. Les juges soient plus précis, qu'ils ne disent plus une chose aujourd'hui et que demain ils disent autre chose. De cette situation, qu'elle est suffisamment frustrante. Dans le Conseil régional de l'Ouest, le commandement traditionnel de la Menoie sera absent. Et c'est vraiment dommage. Mais ces gardiens de la tradition ne se montrent pas prêts à lâcher du lest. Dans cette correspondance adressée au chef de l'État par une dizaine de majestés, les chefs de la Menoie appellent à la sagesse du premier magistrat, garant de la Constitution et des institutions, pour réparer cette injustice qui plonge, disent-ils, l'ensemble du département de la Menoie dans la tristesse, la désolation et le risque d'une isolation institutionnelle. Cette décision priverait, poursuivent-ils, farouchement le commandement traditionnel de la Menoie du Conseil régional pendant 5 ans. Toute chose qui porte atteinte à son endroit de participer au développement local. La montée en puissance du tribalisme et des discours haineux au Cameroun préoccupe le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC. Cette organisation de la société civile vient de tenir à Douala une rencontre dans le but de trouver des voies et moyens pour lutter contre ces fléaux qui menacent l'unité et la cohésion nationale. François Dikoumé et Kedjara. À une ère où les propos haineux et le repli identitaire tissent leur nid au Cameroun, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale met le sujet sur la table afin de trouver des solutions durables, applicables en temps de Covid-19 et bien après, en phase avec la 72e édition de la Journée internationale des droits de l'homme qui a pour thème « Reconstruire mieux, défendons les droits de l'homme », l'organisation a poussé la réflexion plus loin. C'est comme si les Nations Unies ont choisi ce thème pour le Cameroun, reconstruire mieux. Nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dans une situation très grave. Il faut qu'on reconstruise mieux. Et donc, pour nous, reconstruire mieux, c'est d'abord questionner quels sont les mots qui minent le Cameroun aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des propos haineux, le repli identitaire, que ce soit en ligne, que ce soit sur les plateaux télé, entre les politiques, entre les Camerounais et entre eux-mêmes, n'est-ce pas, les universitaires. Autour de la table, au cours de la première journée d'échange, 10 millions docteurs, journalistes, activistes, juristes, pour ne citer que, venus exprès, développer la réflexion sur des thèmes en rapport avec des propos haineux et le repli identitaire. Au cours de cette intervention, j'ai rappelé que les propos haineux portent atteinte non seulement à la dignité humaine, à la dignité des groupes et même à la dignité culturelle. Parce que les questions culturelles sont celles qui sont les plus dangereuses aujourd'hui, parce que la culture est en train de prendre une signification politique. Des experts qui ont tenu à proposer des esquisses de solutions destinées à se départir de tous ces mots. Il faut constitutionnaliser la protection des groupes. Il faut que sur le plan gouvernemental, il y ait une institution qui veille de manière vigilante sur les propos qui sont tenus à travers les réseaux sociaux qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, piétinent et portent atteinte à la dignité humaine et surtout à la dignité culturelle. Le déjeuner débat, qui se tient sur 2 jours au siège du REDAC, a été ouvert par Maître Alice Com, le PCA de l'organisation, en présence de nombreux acteurs de la société civile. Il se termine ce jeudi avec des discussions qui tourneront cette fois autour d'un thème autre, à savoir faire taire les armes, protéger les défenseurs des droits humains pour une paix et un développement durable en Afrique centrale. Intéressons-nous à présent au son discordant à 2 jours de l'Assemblée générale de la Société nationale civile de l'art musical. L'équipe sortante de la SONACAM dit ne pas être à l'origine de la convocation des assises prévues samedi prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Une situation qui jette le flou à la veille de ces travaux censés doter les artistes d'une société de gestion collective dûment structurée. Dani Warren II et Donald Brice Kamgan.
On savait l'Assemblée générale élective de la Société nationale camerounaise de l'art musical, initialement convoquée pour le 21 novembre dernier. Elle ne s'est pas tenue, mais convoquée à nouveau pour le 12 décembre prochain. Sanfan Thomas, auteur de la première convocation et président sortant du conseil d'administration, dit ignorer les tenants et les aboutissants du conclave prévu samedi. J'ai appris par la radio, les réseaux sociaux et certains artistes qui sont venus me voir qu'il y a une assemblée qui était convoquée le 12, une assemblée élective le 12. J'aimerais bien savoir qui l'a convoquée. Et parce que la dernière, le 24, c'est moi qui l'avais convoquée. Et j'ai pas pu parler ce jour-là, j'étais mis à l'écart. C'est un huissier de justice commis par la commission de contrôle des organismes de gestion collective logés au ministère des Aides et de la Culture qui a officiellement convoqué les assises électives du 12. N'est-ce pas une violation des textes de la SONACAM qui prévoit que l'Assemblée générale élective est convoquée par la société elle-même? Jouant au téléphone, le ministère des Aides et de la Culture répond qu'il n'y a pas de violation de texte, indiquant que le mandat de l'équipe actuelle de la SONACAM a expiré après l'Assemblée d'adoption des statuts le 24 octobre dernier. 4 candidatures sont en liste pour le poste de président du conseil d'administration de la SONACAM. Il s'agit de Jean-Pierre Sommet, de Francis Atebazor, Messi Ambroise et Ndi Fonkande, connu sous le nom d'artiste de Waxday. Cette ambiance d'avant-scrutin inquiète Coty François. Personne n'a ces statuts. C'est quand on va donner les statuts ou les lire pendant l'Assemblée. Est-ce que c'est normal? Si les choses ont été changées à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Quoi qu'il en soit, les travaux de samedi devraient permettre de mettre fin aux interminables tumultes dans le secteur des droits d'auteur au Cameroun, plaide Ndedi Yango, qui brigue le poste de président du conseil de surveillance de la SONACAM. Ce qu'on attend du conseil d'administration qui prendra le vote qu'il a confiant des artistes, c'est de réunir, de rassembler, d'unir et que tous soutiennent ce conseil d'administration qui sera voté samedi pour que la société fonctionne. Ce sont un peu plus de 3000 membres de la Société nationale camerounaise de l'art musical qui sont attendus à l'Assemblée générale élective annoncée pour samedi prochain. Après 3 ans d'existence, la SONACAM s'est dotée des statuts et d'un règlement intérieur pour son fonctionnement. 14 postes de péage automatique bientôt fonctionnels sur plusieurs axes routiers de la République. Le tout premier sera construit à Bankomo, situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. La pose de la première pierre a été faite ce jour par le ministre des Travaux publics. Le projet, qui va coûter environ 34 milliards de francs CFA, vise à optimiser les recettes de l'État. On voit tout cela dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansor. La seule vue de la maquette fait déjà rêver. C'est qu'il a fallu du temps pour que le projet d'automatisation des péages routiers quitte des bureaux pour se concrétiser enfin sur le terrain. Et c'est Bankomo, porte d'entrée de Yaoundé, qui donne le coup d'envoi de la construction de 14 postes de péage automatiques sur l'ensemble du territoire national. La pose de la première pierre fait courir du beau monde dans le chef-lieu du département de la Mofou et Akono. Il est certes question de la construction d'un poste de péage automatique, mais le projet intègre également l'aménagement de divers équipements, dont des espaces marchands au profit des populations riveraines. La gare de péage apporte une innovation, en ce sens que le système est automatisé, mais tout autour de la gare de péage, il y a diverses activités économiques qui s'exercent. Donc il y a ces espaces marchands, 496 mètres carrés, qui seront aménagés pour favoriser le commerce de toutes sortes de produits tels que le goudron, les libérants. Parce que l'option ici dans la modernisation est d'une part de sécuriser les recettes de péage, d'optimiser leur collecte, mais surtout de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations riveraines. Le projet pèse 34,752 milliards et va s'exécuter en mode de partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et l'entreprise Tolcam. C'est de l'inédit. C'est un exercice absolument particulier puisque l'investisseur privé apporte son financement, conçoit le projet,
le réalise et va l'exploiter et maintenir l'ouvrage, bien évidemment avec le concours de l'entité publique représentée par le ministère des Travaux publics, le ministre des Travaux publics comme maître d'ouvrage. L'entreprise rassure quant au respect des délais contractuels pour que dans 14 mois, Bancomo ait son péage automatique. Dans un projet comme ça, ce n'est pas que des bulldozers. Il y a aussi la tête qui fonctionne. Il y a déjà des bureaux d'études qui sont en train de tout calculer là. Vous voyez bien un système comme ça. Il faut des ordinateurs, il faut de l'éclairage, il faut tout. Donc il faut tout étudier. Donc tout est déjà en cours là. Là, ce que vous voyez là, c'est l'aspect uniquement travaux, génie civil. Et je peux vous assurer qu'on ne sera pas en retard. Outre le poste de Bancomo, l'entreprise Tolcam va construire 13 autres péages automatiques dans les localités de Tiko, Banga, Manjo, Edea, Boumniebel, Simalen, Komotou, Bafia, Bayangam, Fumbot, Banja, Matazem et Tchang. L'objectif principal est d'améliorer les recettes budgétaires, dont une partie achève sa course dans les poches des particuliers. Tenez, au premier semestre 2020, les recettes issues des péages routiers se chiffrent à 3,77 milliards, soit un taux de couverture de 46%. Une performance qui est nettement en deçà des attentes. Il est aussi question, à travers la construction des péages automatiques, de mieux gérer l'afflux des véhicules. Le spectacle actuel, où les véhicules s'alignent à longueur de minute, laisse complètement à désirer. Le ministre des Travaux publics a saisi cette occasion pour faire le bilan des chantiers en cours qui vont améliorer la circulation des hommes et des biens et par ricochet intensifier les échanges commerciaux et accélérer la croissance. Je vous propose d'écouter le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi. Voyez-vous, l'état de notre réseau routier connaît des améliorations. Le linéaire des routes en bon état de service se prolonge. 51 projets de construction de routes et d'ouvrages d'art sont en cours d'exécution dans notre pays. C'est un engagement de M. le Président de la République. Nous devons le respecter. Les axes routiers, Olama Bingambo, Grand-Zambi Krimi, Bachenga Tu Yoko Lena Tibati, Marwa Mora, Sanelima Bikula Djoum Lele Minikaona, Kuba Manfé, Babadou Bamenda, etc. sont en construction. Au total, 2462 km de routes sont en bitumage dans notre pays et seront achevés au plus tard en septembre 2029. Il va falloir conséquemment les entretenir pour prolonger leur durée de vie. Les recettes générées par les postes de péage automatisés y contribueront certainement. Intéressons-nous à présent à la recherche scientifique. Comment vulgariser les résultats de la recherche? La question préoccupe de jeunes chercheurs camerounais. Ces derniers prennent part à un concours d'éloquence scientifique organisé à Yaoundé. Objectif, donner aux jeunes chercheurs des rudiments pour convaincre d'éventuels partenaires financiers. On voit tout cela dans ce reportage d'Aïk Cyril. Les chercheurs camerounais réalisent parfois des prouesses qui restent méconnues du grand public, faute de communication et de vulgarisation. On a remarqué qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui restent dans les tiroirs. Et puis la meilleure façon de communiquer sur ces travaux de recherche, c'est de trouver des capacités, c'est-à-dire se former, trouver une manière de le faire qui va convaincre soit la population, soit la cible qui peut être les décideurs ou bien les opérateurs économiques. La recherche. À l'initiative de l'Académie des jeunes chercheurs du Cameroun, un concours d'éloquence scientifique baptisé 3 Minutes to Convince est organisé au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Objectif, donner aux chercheurs des rudiments pour vendre leurs travaux. Ils seront notés sur différents critères. Sur l'éloquence, sur l'impact de leur recherche, la façon de communiquer, sur comment je veux dire, le potentiel économique même. Qu'est-ce que cela peut apporter au Cameroun? Et puis, comment est-ce qu'ils ont cette habileté à quitter les laboratoires pour pouvoir communiquer à une cible non experte? La science et la technologie étant le fondement du développement socio-économique, le concours 3 Minutes to Convince, qui prend les allures d'un atelier de renforcement des capacités, est l'occasion pour les jeunes chercheurs de convaincre de potentiels bailleurs de fonds. La confiance en soi est une clé majeure pour l'explosion
du potentiel personnel que chacun des jeunes scientifiques candidats à ce concours possède certainement et qui ne demandent qu'à s'exprimer. 25 jeunes chercheurs, dames et messieurs, prennent part à ce concours d'art oratoire. Ils sont sélectionnés parmi les instituts sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, notamment l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD, l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales IMPM, l'Agence nationale de radioprotection ANRP, l'Institut national de cartographie, le Centre national de l'éducation et de façon spéciale, dit-on, l'École nationale polytechnique de Douala. À l'étranger, résultat de l'élection présidentielle, l'opposition conteste la réélection du président sortant Nana Akufo-Addo qui a obtenu 51,59% de suffrages. Et tout à côté, en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié signe l'acte de décès du Conseil national de transition qui avait été mis sur pied au lendemain de la réélection du président Alassane Dramane Ouattara. La mouture internationale est signée Farel Bounia, Gladys Idi. Scrutin extrêmement serré, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été élu avec 51,59% des voix face à son adversaire politique historique John Mahama qu'il affrontait pour la troisième fois. Il s'en sort avec 47,36% des voix selon les résultats annoncés par la commission électorale mercredi. À peine les résultats rendus publics, l'opposition a annoncé qu'elle contestait ces chiffres et envisageait de faire appel. Elle dit disposer de preuves accablantes qui ne lui permettent pas d'accepter cette conclusion qu'elle qualifie de fallacieuse et précipitée. L'opposition ghanéenne veut faire appel à la fois de la décision de la commission électorale au sujet de la présidentielle, mais aussi des élections parlementaires. Le président, de son côté, a appelé à l'unité et à la paix dans le pays. Il s'est dit profondément touché pour la confiance que le peuple lui a de nouveau accordée. Nana Akufo-Addo pense que le moment est venu, quelles que soient les affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main et de se tenir côte à côte. Un message qui a du mal à passer dans les rangs de l'opposition. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a mis fin au régime de transition proclamé par l'opposition qui conteste la réélection du président Alassane Ouattara. Il a également proposé un dialogue national pour résoudre les tensions nées de cette élection présidentielle. Je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national, a-t-il écrit. Ce cadre de dialogue qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation remplace le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Dans sa déclaration, Henri Konan Bédié souhaite que le dialogue national, qui devra être encadré par des organisations internationales telles que l'ONU, aborde plusieurs questions clés. Il cite l'élaboration d'une constitution consensuelle, la mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra notamment en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires, mais aussi l'organisation des élections, notamment présidentielles, transparentes, crédibles et inclusives. Comme le reste de l'opposition, il continue à estimer qu'Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé sur le score de 97,27% des voix au premier tour, n'est pas légitimement le président de Côte d'Ivoire. Malgré les multiples contestations enregistrées de part et d'autre, le gouvernement n'a pas réagi. Alassane Dramane Ouattara sera d'ailleurs investi en tant que président de la Côte d'Ivoire lundi. Restons à l'international, plus précisément en République centrafricaine où Bangui fait sa mue. La capitale de la RCA depuis quelques années est rentrée dans une métamorphose qui voit de nombreux édifices sortir de terre. La ville de Bangui, victime collatérale de l'instabilité du pays, présente aux yeux du visiteur le visage d'un grand chantier, route reprofilée, bâtisse renouvelée, coïncide avec l'arrivée au pouvoir du professeur Faustin Archange Touadéra. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Carlos Minoué, Eric Ouattat, Cédric Noufélé et Serge Alain Auto. 60 ans après son indépendance, beaucoup d'observateurs s'accordent à croire que
la République centrafricaine est caractérisée par un seul mot, l'instabilité. Mais depuis 2016, marqué par l'arrivée au pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra, la République centrafricaine naît petit à petit de ses cendres. Nous avons décidé de vous montrer aujourd'hui Bangui, qui était à l'époque de l'empereur Jean-Bédel Bokassa, Bangui la coquette, devenu à un certain moment Bangui la roquette, pour devenir Bangui la coquette aujourd'hui. Pour voir ce nouveau visage de Bangui, suivez-moi. Bangui est la capitale et par ailleurs la plus grande ville de la République centrafricaine. La population de l'agglomération est estimée à 1 145 280 habitants, soit le quart de la population totale du pays. Pour s'en convaincre, je décide d'observer ma première halte au point kilométrique 0, là où tout a commencé. Peinture rafraîchie, des immeubles qui sortent des terres comme des champignons. Pour rappeler l'éclat d'antan, la municipalité vous le fait savoir. C'est déjà Noël à Bangui. À côté des jouets pour tout petit étalés à même le sol, un vendeur de sacs de seconde main fait entendre sa voix. Son activité prospère du fait d'un retour progressif à la paix. Pour lui, les avancées sont notables. Mais pour mieux se faire entendre, il décide de s'exprimer en sango, la langue nationale. Vivre mieux apprendre à présenter Sarah. Et quelques jours passés à Bangui n'ont pas fait de moi un amateur de cette langue. Je sollicite Franklin, conducteur de mototaxi, pour déchiffrer pour vous et pour moi le code de Loïc. Depuis que le président Faustin-Archange Touadéra est sur le pouvoir, voilà, il y a des choses qui marchent après la guerre. Non, on ne s'entend plus les armes, le coup de feu ou quoi là. Donc à Bangui, il y a l'instabilité et tout ça. Donc il n'y a pas les problèmes au niveau de Bangui. Peut-être au niveau de province qu'il y a les problèmes un peu, bon donc mais ça on va gérer ça. La ville de Bangui, meurtrie par plusieurs années d'instabilité politique, renaît. Je décide de remonter le premier arrondissement. Constat cinglant, Bangui est en chantier. Le balai incessant des véhicules de la MINUSCA sur la principale artère de la zone administrative et même ceux postés devant le palais de l'Assemblée nationale ne m'empêche pas de voir qui des bâtisses en construction, qui des bâtiments flambant neufs, comme le bureau d'affrètement routier de Centrafrique, BARC, nouvellement inauguré il y a quelques jours par le président Faustin-Archange Touadéra. Ma marche vers ce Bangui nouveau m'oblige à m'arrêter devant un nom inscrit au fronton de cet établissement d'enseignement secondaire. Je suis au lycée Barthélemy Boganda, le père fondateur de la République centrafricaine. De l'autre côté de la rue, c'est le jardin du cinquantenaire. Derrière moi, l'histoire politique de la République centrafricaine, symbolisée par ces 6 bustes d'anciens présidents qui se sont succédés à la tête de cette République d'Afrique centrale. Le père fondateur de la République centrafricaine, c'est Barthélemy Boganda. Il a été remplacé par David Dacko. Après David Dacko, nous avons eu l'empereur Jean-Bédel Bokassa. Après Jean-Bédel Bokassa, André Kolimba, Ange-Félix Patassé et enfin, à l'extrémité droite, François Bozizé. Comme vous pouvez le constater, il manque un buste, le buste de l'actuel président de la République centrafricaine, à savoir le professeur Faustin-Archange Touadéra. Mais il reste présent dans les esprits des Banguissois. Cédric fait une photographie des œuvres du président Touadéra. L'arrivée du président Faustin-Archange Touadéra, il a essayé de lancer le pays en hausse. Intense, le pays est devenu vraiment très appréciable, je vous l'ai dit. Donc voyez-vous, le pays relance dans l'agriculture, le pays relance une agriculture et puis l'élevage et autres. Et aussi il y a des immeubles partout. Et de 10 à 15-20 km, vous voyez, le pays lance, c'est-à-dire le pays relance dans l'agriculture, le pays relance dans les économies. Je vois aussi il y a peu de chômage. C'est presque le même sentiment de satisfaction pour Max. À côté des grands chantiers, les populations reprennent petit à petit,
goût à la vie. J'ai ce sentiment de joie depuis que le président Touadéra ait accédé à la magistrature suprême de l'État. Nous avons constaté une légère amélioration au niveau de la ville. De nouvelles constructions sont en vue. La réalisation des travaux, les réhabilitations de voies et l'ambiance dans la ville de Bangui qu'on a perdue pendant un certain temps. Face à cette métamorphose perceptible de la ville de Bangui, il se trouve quelques Centrafricains qui pensent que le chantier de la sécurité reste capital. On voit un changement, mais il n'y a pas c'est pas encore ça. Parce qu'il y a des voies, il y a des routes qui sont encore... Il y a de quoi encore à faire. Donc c'est pas encore... On apprécie le travail du président. C'est pas mal, mais il y a aussi des défis à relever. Concernant la sécurité, s'il y a encore d'autres parties du pays qui est pris par les rebelles, tout ça là, il y a encore de quoi, dans tous les domaines à peu près, dans tous les domaines, on voit qu'il y a de quoi encore à faire. Et c'est avec ce reportage de nos envoyés spéciaux que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Magistral coup de filet du commissaire Roger Mifiré et les éléments du GMI numéro 2. Ils viennent de mettre la main, ils viennent de pêcher un gant de 6 dangereux malfrats, voilà. Et c'est un nouvel exploit pour les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2, vous l'avez dit, Duval Fangwa, au moment où l'insécurité bat son plein dans la ville de Douala. Ils viennent de mettre aux arrêts un gang de présumés malfrats, un gang de 6 présumés malfrats, il faut le préciser, qui ont agressé et violé une dame devant son domicile au quartier Lokbessou. C'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala-Duval. On annonce la construction de 14 postes de péage automatique au Cameroun. Selon le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganyou Djoumessi, ces 14 péages automatiques seront bientôt fonctionnels et ce projet coûtera Duval Fangwa à l'État du Cameroun 34 milliards de francs CFA. Merci Julien Berthe Bissaï pour cette autre édition du journal sur Equinox Télévision. Merci à vous. Bonne soirée, madame. Très bonne soirée, Duval. Madame, messieurs, dans quelques secondes, la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief du journal. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, Vincent Yédé, conseiller municipal PCRN à la commune d'arrondissement de Douala 3e, Maître Richard Tanfou, avocat au barreau du Cameroun, et Rodrigue Tchokodieu, journaliste. Rodrigue, un coup de filet des éléments du GMI numéro 2. C'est vrai que tout à l'heure on parlait de ces difficultés que rencontrent certains citoyens dans les commissariats, mais en même temps, lorsqu'il y a des exploits comme ce que vient de réaliser le GMI numéro 2 à Douala, il faut également le saluer. Naturellement, il faut le saluer, c'est bien. Parce qu'effectivement, parvenir à retracer, à mettre la main sur des gants, c'est pas souvent facile. C'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il y ait anticipation. Parce que voyez-vous, le climat s'y prête. Ce sont les périodes de fêtes de fin d'année qui s'approchent. Et ces gants-là, certes, opèrent également en plein centre-ville, mais davantage vont cibler les nouveaux quartiers, vont cibler les quartiers où l'accès est difficile. Même quand vous faites appel aux forces de l'ordre, c'est l'éloignement du centre urbain par rapport au poste de police fait que bon, les secours ne peuvent pas arriver à l'immédiat. Et quand le quartier même n'a pas un système autonome de défense, c'est-à-dire qu'avec des sifflets où on peut mobiliser les voisins rapidement, eh bien ces populations sont des proies faciles. Donc ces malfrats vont de plus en plus cibler les quartiers éloignés, les quartiers d'accès difficiles, et ils vont opérer. Donc il est de bon ton effectivement qu'un maillage sécuritaire proactif soit mis en place. Naturellement, on va saluer ce qui se passe. Quand c'est bien, il faut le dire, tout simplement. Maître Richard Tanfou, on parle de 14 postes de péage automatique au Cameroun. Bientôt, c'est une annonce du ministre
des travaux publics. Le premier poste de péage, ce sera en Bankomo, où a eu lieu la pose de la première pierre. Yes, any development should be welcomed. At the 14 paying stations is welcome if the project can be executed without any misappropriations of public funds. We salute it, and also I also want to know or understand why among the 14 paying stations you have 5 in the west region only. And when you we want to try to imagine why is it that maybe a regional balance was not maintained, you try to ask yourself, it doesn't mean that the west region produces a lot of money when it comes to movements of people. I think something should be done that when it comes to be looking avenues for where to collect funds, they look at the western regions. But when you have to give the western regions maybe good roads, good buildings, they try to shift those type of projects to maybe the south, the center, and to other regions. I think en tout cas, l'objectif du gouvernement, si on s'en tient à ce qu'a dit le ministre hydraulique, c'est l'amélioration des recettes, je veux dire, des fonds qui sont collectés sur les routes dans le cadre du péage routier. Yes, that's what I'm saying, but we have 5 of them in the west region, meaning that the west region is considered as the basket of the country. I'm also saying that when it also comes to other projects, the west region should also be given that priority grade. It should not only be when you want to have maybe raise funds or raise the money for the state that you look at the west. I think we should try to have regional balance when it comes to dividing our obligations and our rights. Sur la question du péage routier, peut-être un mot, Vincent Yédé, lorsqu'on regarde l'état des routes sur le territoire national et bien plus l'état des routes au niveau des péages, la situation est quand même assez préoccupante. De toutes les façons, j'aurais souhaité que les routes soient d'abord arrangées et au terme de ce processus, qu'on y installe des péages. Parce qu'il faut le dire, pour ceux qui ont fait des déplacements ces derniers temps, pour aller à l'ouest à partir de Douala, c'est vraiment un parcours de combattant. Pour aller de Douala pour Yaoundé, il faut connaître la route. On ne doit pas s'y engager dans la nuit parce qu'il y a vraiment des gros coups en route. Donc, les péages, alors qu'il faut entretenir les routes, ça pose un problème. Bon, maintenant, pour ce qui est de la préoccupation qu'il a évoquée là tout à l'heure, la région de l'Ouest débouche sur 4 autres régions. La Damawa, le littoral, le centre et le nord-ouest. Donc il y a au moins 4 entrées. Donc s'il y a 5 péages, je crois que c'est tout à fait logique. Bon, donc maintenant pour ce qui est de l'opportunité, encore une fois, au moment où on est en train de vouloir lancer les travaux du deuxième tronçon de l'autoroute, et que c'est en ce moment-là qu'on se met à faire des péages sur l'axe Douala-Yaoundé, c'est paradoxal parce que il est clair que avec l'opérationnalisation de cette autoroute, l'axe va perdre une bonne partie de son trafic. Donc mettre un péage là en ce moment, c'est peut-être être au courant de ce que cette autoroute, c'est pas pour demain. Bon, il est intervenu pour ce qui est des malfrats qui ont été arrêtés. Je voudrais quand même faire observer que à chaque fois qu'il y a remise de peine, il y a un flux dans la population des personnes qui ont été relâchées, des délinquants, qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas d'activité. J'ai été témoin plus d'une fois de la visite de ces jeunes gens qui arrivent et qui disent « Nous sortons de prison, nous n'avons pas où aller, nous n'avons quoi faire, si vous pouvez nous aider avec ci, avec ça, si vous pouvez nous donner quelque chose à manger. » Et pour finir, ils reviennent à leurs vieilles habitudes. Donc je pense que c'est une responsabilité pour le gouvernement, déjà pour
ceux qui sont en prison, je crois qu'à un moment donné, il y avait des prisons de production dans ce pays. Je ne sais pas si ça a changé, mais il faut quand même que les jeunes gens qui sont pris et qui sont mis en prison, en sortant, qu'ils aient eu le temps d'apprendre un métier. Qu'en sortant de là, qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Et très souvent, ceux qui sortent de prison ne réussissent pas à se réinsérer dans la société. En fait, le problème que vous posez, c'est le problème de la resocialisation des personnes qui étaient détenues. Parce que j'ai eu le sentiment, en vous écoutant au départ, que vous vouliez dissuader le président de la République d'initier d'éventuelles commutations de peine, comme ça pourrait être le cas d'ici quelques jours à la faveur des fêtes de fin d'année. Non, je remontais juste au niveau des causes qui ont conduit à cette agression. Et très souvent, quand vous allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est des repris de justice, pour la plupart. Et quand vous les suivez bien, c'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de poser ce genre d'actes. Et la police, on va se rendre compte qu'à un moment donné, c'est comme s'ils attendent des périodes de crue, des périodes de grand banditisme pour ressortir. Non, il faudrait que la police veille et que cette veille soit permanente. Il ne faudrait pas seulement que c'est lors des grands événements qu'on fasse sortir la police. Non, il faudrait que la police joue son rôle en permanence. Oui, et peut-être pour revenir un peu sur le cas de ce GMI numéro 2, il faut dire que ces temps-ci quand même, c'est une police qui est sur plusieurs fronts. On se souvient que récemment, il y a eu un gang qui a été démantelé au niveau de la Russian International School. C'était un gang de jeunes malfrats qui avait organisé une opération d'arnaque du responsable de cet établissement scolaire. Ils ont été mis en déroute par le GMI numéro 2. Rodrigue Tchokodieu, il y a également la Côte d'Ivoire dans l'actualité qui a été développée tout à l'heure par Ghislaine Berthe-Bissaye. On a vu le président Bédié tout à côté de Alassane Dramane Ouattara. Une belle image pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une belle image. Pour moi, c'est une très triste image. Ah bon? Oui. Parce que réconciliation? Non, ce sont deux personnes qui ont jeté la Côte d'Ivoire, si vous voulez, dans les profondeurs abyssales de ce que l'humanité connaît de méchant. Ce sont ces deux hommes-là qui sont à l'origine des 3000 morts de 1982, de 2011. C'est Bédié et Alassane Ouattara. Ça ne se passe pas bien. Gbagbo, c'est bon, le troisième larron qui a su saisir la balle au bon et qui est arrivé. Ensuite, ces deux sont coalisés. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu le gâteau national, pour dire, écoute, on a fait le con, le gâteau nous a échappé, je parle de manière prosaïque, il faut éjecter le troisième larron qui n'aurait jamais dû être là, si nous nous étions entendus. Ça a coûté 3000 morts aux Ivoiriens. 3000 vies sont ainsi parties. Ils sont revenus, ils n'ont pas pu s'entendre. Il y a encore eu des morts récemment. Et là, voilà les beaux messieurs qui peuvent encore venir narguer les Ivoiriens, s'afficher, se saluer. Et on parle de réconciliation. Non, je pense que leur page est tournée depuis. Et c'est dommage, si on ne peut pas tourner ainsi, si les hommes politiques ne peuvent pas à un moment donné savoir qu'il faut passer le témoin. Donc ces deux vont dire que depuis, ils sont les seuls en Côte d'Ivoire capables d'impulser un développement, enfin impulser, c'est peut-être un bien fort mot, capable de diriger la Côte d'Ivoire, non, je ne crois pas. Et ils ont ainsi annihilé, si vous voulez, toutes les volontés d'une jeunesse ivoirienne, d'une seconde classe, ou alors d'une troisième génération d'hommes politiques ivoiriens arrivés au pouvoir, accéder au pouvoir. Il y a des analystes qui estiment justement que lorsque Alassane Dramane Ouattara indiquait qu'il décidait de ne pas se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, si des anciens également décidaient de quitter la scène, il pensait à Henri Konan Bédié. Oui. Ils savaient très bien. Et Konan Bédié, c'est comme s'ils ont un pacte secret avec Akabe, avait tout à fait décidé, lui, il serait candidat. Quand Alassane Ouattara laisse Gon Coulibaly, qui malheureusement décède quelques temps après, ne pense pas qu'il y ait véritablement une volonté de céder le fauteuil. Pourtant, la décision avait été appréciée. Non, je pense que c'est une image triste. Ce sont des personnes qui, à elles seules, sont capables, sont responsables d'au moins 3000, enfin les chiffres connus, au moins 4000 morts en Côte d'Ivoire. Sans compter, mais il y a des problèmes graves en Côte d'Ivoire de foncier, des villages entiers dont les personnes ont été expropriées et remplacées par d'autres habitants. Ça se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça, on n'en parle pas beaucoup, peut-être parce que les deux bénéficient d'une bonne couverture médiatique sur la scène internationale, ce que n'a pas bénéficié Laurent Gbagbo en son temps.
Donc, il y a des problèmes plus profonds enracinés en Côte d'Ivoire. L'identité ivoirienne aujourd'hui est fortement remise en cause. Donc, on ne serait pas surpris qu'après leur départ, cela débouche encore sur un autre bain de sang. Non, je pense qu'ils ont manqué, dès le départ, leur entrée, ils ont manqué leur sortie. Et ce qui se passe là, pour moi, ne me convainc pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Ce n'est pas cette image-là que nous devons retenir pour une jeunesse africaine. Maître Richard Tanfou, pourtant, on voit bien que ce sont des signes d'apaisement. Le président Alassane Dramane Ouattara, échangeant de façon conviviale avec Henri Konan Bédié, qui vient de signer l'acte de décès du Conseil national de transition qui avait été créé à l'annonce de la réélection de Alassane Dramane Ouattara, et surtout que dans la foulée, il faut savoir que Laurent Gbagbo a obtenu ces 2 passeports. C'est un signe d'apaisement qui devrait peut-être inspirer d'autres dirigeants en Afrique, et principalement dans la sous-région Afrique centrale, non? Oui, c'est vrai, c'est un signe. Et je peux dire que même le cas de la Côte d'Ivoire est plus mieux que celui du Cameroun. Je suis fier de voir les présidents se succéder en Côte d'Ivoire. Si tel aussi pouvait être le cas au Cameroun, au moins là-bas, même si ce n'est pas bien, on voit quand même qu'on peut dialoguer avec ses adversaires politiques. Mais si chez nous, c'est une seule figure, et on ne donne même pas signe à ce qu'on peut penser qu'on est déjà fatigué. Pour moi, je pense que, voyant ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est à saluer. Même comme on ne peut pas être d'accord peut-être à 100%, mais je pense qu'ils sont plus mieux que nous ici au Cameroun. Si nous aussi au Cameroun, on pouvait aussi un peu copier ce genre d'exemple, je pense que on aurait au moins pu avancer. Parce qu'il faut quand même observer que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'était il y a quelques semaines. À la publication des résultats, il y a eu le président Konan Bédié qui a décidé de créer un conseil national de transition. En tout cas, c'est d'ailleurs le porte-parole, Pascal Affi-N'Guessan, qui l'avait annoncé. Puis il a été mis pratiquement en résidence surveillée. Quelques semaines après, on observe ainsi des décrispations. Ça veut dire que le président Ouattara a décidé d'y aller de façon rapide pour ne pas laisser traîner la question au point où ça devienne une gangrène plus tard, comme c'est le cas dans d'autres pays. Oui, voilà les gestes qu'il faut encourager. Moi, je pense que voyant ou bien ayant la Côte d'Ivoire en cœur, même comme il a fait un passage en forcing, mais au moins déjà décrisper la sphère politique, c'est bien pour éviter le chaos. Donc, moi, je dis qu'il faut aussi que nous copions ce genre de bon exemple au Cameroun. Lorsqu'on estime que la situation est tellement tendue, qu'on pense à faire un rétropédalage, qu'on ne continue. Vous rêvez d'un président de la République du Cameroun, Paul Biya, organisant une rencontre avec le professeur Maurice Kamto et peut-être d'autres leaders politiques pour échanger, discuter, comme on l'a vu là, sur les questions en rapport avec la vie nationale du Cameroun. Bien sûr, c'est ce que je rêve bien. Nous tous, nous savons que l'âge du président Biya est avancé. Et depuis les élections de 2008, nous vivons de crise en crise. Rien ne semble ne pas marcher. Sur tous les secteurs, on voit quelqu'un absent. Moi, je pense que s'il fallait aussi qu'il puisse créer ce genre d'atmosphère pour pouvoir recevoir ses adversaires, causer, on va peut-être quitter de la crise anglophone, de la crise post-électorale et peut-être reprendre les rails de la paix que nous avons eu à vivre. Vincent Yédé, sur la Côte d'Ivoire, vous applaudissez pour le président Ouattara? Non, mais c'est une grosse mise en scène, c'est une comédie. Ne l'oubliez jamais, tous sont des oufouettistes. Qu'ils se retrouvent et qu'ils se remettent ensemble, on va juste se rendre compte que le peuple ivoirien a été mené en bateau depuis le début. Ils savaient là où ils allaient aboutir à la fin. Donc, Bédié se retrouve avec son camarade d'hier, c'est tout à fait normal. Et là, c'est vraiment pour le partage du pouvoir. Et nous pensons que ce n'est pas le peuple ivoirien qui part gagnant dans cette réconciliation, soi-disant réconciliation-là. C'est une question d'intérêt. Et quand on observe, on voit bien qui est derrière. Mais au moins, on risque de voir là, Gbagbo isolé, Soro isolé. Peut-être que ça donne une nouvelle configuration. Gbagbo n'a jamais été avec eux. C'est normal qu'il resserre les rangs au moment où Gbagbo va revenir. C'est tout à fait normal. Parce que vous voyez Gbagbo en train de revenir.
puisqu'il va revenir. Duval, avec permission. Il faut très bien qu'on comprenne où est-ce qu'on sort et où est-ce qu'on va pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une théâtralisation même du jeu politique, du champ politique en Côte d'Ivoire. Mais ces deux messieurs, en 99, ils sont d'abord, ce sont les premiers responsables de la première déflagration. En 1999, Gbagbo, autant pour moi, Bédié est président de la République. Et donc c'est lui qui est victime pour la première fois du premier putsch, qui ensuite va conduire, le balayeur balayé va venir, Robert Gueye, malheureusement, qui va décéder par la suite. Ils ont du sang sur les mains, parce que ce sont deux pontes de la France-Afrique, si vous voulez, deux oufouettistes, deux enfants élevés par Oufouette, qui au moment du partage, un coup ils ne s'entendent pas, et chaque fois qu'ils ne s'entendent pas, 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts, après le lendemain, ils se disent, bon, maintenant qu'ils s'entendent, c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Non, il faut qu'ils débarrassent le plancher, ce serait mieux pour la Côte d'Ivoire. C'est le service qu'ils peuvent, à l'état actuel, rendre à la Côte d'Ivoire. Je comprends Maître Anfo lorsqu'il estime que d'accord, sur la scène politique, les gens doivent se parler. Ça, on ne refuse pas. Mais ce qu'ils font là, ils ne se parlent pas en fait à eux. Là, c'est leurs intérêts. Il ne s'agit pas pour les gens de se parler pour leurs intérêts personnels. S'il faut que les gens se parlent pour leurs propres intérêts individuels, le dialogue ici n'a aucun sens. Il est dévoyé. Maintenant que les entités se parlent pour l'intérêt de la nation, oui. Donc, votre dialogue ici, sur lequel vous vous basez en disant qu'eux, ils dialoguent, c'est pas le dialogue là-bas. Eux, ils dealent. Ils sont en train de faire là des deals. Ça n'a rien à voir avec le dialogue dont vous parlez. Donc là, ils sont en train de dealer, ils ne sont pas en train de dialoguer. Parce que le vrai dialogue a eu lieu. Sauf que dans le vrai dialogue, les deals ne sont pas respectés. Ils ont perdu. Quand Gbagbo était au pouvoir, il a appelé au dialogue. Ils ne sont pas venus. C'est Gbagbo qui donne à Alassane Ouattara le passeport, effectivement, la nationalité ivoirienne, qui lui avait été refusé par qui? Tiens, son ami d'aujourd'hui, Henri Konan Bédié. Vous vous rendez compte? Non, ce sont des deals. Ils ne sont pas en train de dialoguer. Et au Cameroun, on appelle au vrai dialogue. Le dialogue que vous appelez, eux là, c'est le deal. Entre ces deux, ce sont des deals, ce n'est pas un dialogue. Maître Danfo, on a écouté, entre autres éléments, dans le journal, il y a eu la question des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels de l'Ouest qui se plaignent de ce que leur liste a été rejetée. Ça se passe à Tchang. On parle d'un recours qui a été introduit et puis finalement une décision qui a été prise par la Cour suprême. Vous, en tant qu'avocat, quand vous observez ça, vous dites... Et puis, on a écouté un avocat indiquer tout à l'heure qu'il faudrait peut-être... je ne sais pas si c'est un avocat ou quelqu'un qui indiquait qu'il faut que le président de la République soit interpellé. Dans une situation comme celle-là, est-ce qu'il faut attendre au-delà de cette décision, après cette décision prise par la Cour suprême, une quelconque, j'ai failli dire, magnanimité du chef de l'État sur cette question-là? No, I think we have three powers in Cameroon. We have the legislative, the judiciary, and the executive. And if we prone that we have independence in all those three powers, we should allow the judiciary to do its work. The judiciary cannot take a decision and you come out crying that the president of the republic should. That's we say we want to have independence in all the three powers. C'est justement prêter le flanc à cette émission de l'exécutif dans le judiciaire. Exactly. So we should give the independence of the judiciary if it has decided in all transparency and in all fairness on with the law being applied. I think we should respect the decision of the judiciary. Calling the head of state to come, I think that is not the law, is not the judicial power. He represents the executive power. They should leave the judiciary do its own work. Ça vous suggère un commentaire particulier, Vincent Yédé, parce que dans l'affaire quand même, on indique que on est dans une configuration, dans un groupement, dans une localité où on a une vingtaine de groupes d'entités, et puis il y a 3 places. On estime qu'il y a un problème au niveau de la représentation sociologique. Dans leur explication, il y a un chef d'un village où se trouvent des groupes qui, dit-on, ne sont pas représentés. La raison évoquée ne suffit pas pour que le tribunal décide de rejeter cette liste-là. Ça vous suggère quel commentaire par rapport à la question de la composition sociologique et de ces règles qu'il faut respecter dans la constitution des listes pendant les élections?
Ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question de la mainmise du politique sur le pouvoir traditionnel. Et vous allez voir que dans ce groupement-là, ces chefs ne sont pas forcément favorables au pouvoir politique en place. C'est pour ça qu'ils sont écartés, tout simplement. Donc, nous n'allons pas faire d'autres commentaires sur ce qui est de la répartition et autres. Non. Ce n'est pas seulement là-bas, ça se passe même ailleurs. Il y a le chef Baka de Boya qui a été écarté, chef de 2e degré, dont le dossier est allé sur la liste à Elekam, mais à la fin, c'est un chef de 3e degré qui a été intégré. Donc, vous voyez clairement que le politique continue à positionner les chefs qui lui sont favorables. Parce que n'oubliez pas, on va au niveau d'un conseil régional. Et il est possible que les conseils, pour certains, soient dirigés par des chefs traditionnels. Et il faut être sûr qu'on maîtrise ces différents chefs traditionnels. Ce qui semble ne pas être le cas ici. Lorsqu'on vous écoute, le sentiment qu'on a, c'est que s'il y a une solution à cette affaire, ça doit être une solution politique. C'est déjà tranché en tout cas. Oui, puisqu'il demande au président de la République de agir, ça veut dire qu'il pense que la solution est politique. Mais tu l'as dit, quand la justice a déjà fait son travail, il n'est pas question qu'on fasse un autre recours vers le président de la République. Je crois qu'il y a la séparation de pouvoir que nous prenons tous et on ne saurait s'en départir là maintenant, juste pour satisfaire à une revendication. Ori Tchokodjo, on n'en finit pas avec cette affaire de chef traditionnel dans les élections régionales. Oui, malheureusement, on les y a introduits, donc il faudra gérer. J'ai eu quelqu'un sur ce plateau qui était dans justement, les méandres de ces élections et qui dit que si on gère mal, et justement c'est en train de prendre la direction, on risque de révéler les vieux démons d'une division profonde du Cameroun, d'un émiettement même. Parce qu'il m'a sorti des expressions que je ne serais pas sorti ici, où on parle des autochtones de souche. C'est-à-dire que même parmi les autochtones maintenant, on demande ceux qui sont de souche. Et c'était pas... Enfin, et donc, quand... Enfin, je ne veux pas décrire le plateau, le tableau qu'il a décrit, mais quand on a vu ça, et quand on écoute encore des chefs dire qu'effectivement, s'il y a 20 composantes sociologiques, il n'y a que 3 places, tout le monde ne peut pas être représenté. Donc, à partir de ce moment-là... Donc, si on gère mal, effectivement, on risque de ressusciter de très vieux démons. Mais bien géré, ça peut très bien se passer. Maintenant, on est sur les questions des droits de l'homme. Il faudrait qu'on essaie de regarder tout ça. Je ne sais pas, on est en train de terminer. Mais je tenais effectivement à parler de cette question de l'éducation. Parce que le droit à l'éducation est aussi un droit. Les frais des examens, c'est 2500 francs pour le CEPE. 2500. C'est Raoul Lomopi, l'enseignant de philosophie, qui a sorti toute la grille. Hein. C'est connu. Depuis 2017. 2500 francs. Comment est-ce qu'on peut quitter de 2500 francs à 7000, à 9000? Entre le CEP et le concours d'entrée en 6e, des parents ont payé 25 000, 28 000, 30 000 pour certains. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Il y a eu les frais d'APE. On a parlé, on a écrit là-dessus. Ça ne semble pas avoir changé. Donc, après la Covid-19 et avant le second trimestre, on demande aux enfants, aux parents de payer les frais de la 2e tranche, hein, pas de la première tranche. Vous allez payer la première tranche, on réclame la 2e tranche. En même temps, on vous demande les frais des dossiers, les frais des examens. Ça fait beaucoup. Pour des questions de droits de l'homme, cela doit pouvoir être adressé. Et on doit pouvoir légiférer de manière claire là-dessus pour que l'on sache que l'école qui doit être pour tous ne doit pas, on ne doit pas procéder par une élimination tarifaire. Donc, c'était véritablement une préoccupation que je tenais à soulever. On va se séparer, Maître Richard Tanfou. On va se séparer. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'Equinox Soir. Yes, it's always a pleasure to have me. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci également à vous d'être venu, Vincent Yédé. Merci. Ori Tchokodjo, vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous. Les lauréats du Collège canadien du Cameroun reçoivent leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario demain,
du haut commissaire du Canada au Cameroun. C'est la